Bonjour à tous et merci de nous retrouver ici au 70.8 aux ateliers des Capucins pour ce deuxième jour du sommet One Ocean Summit dédié aux océans. Nous nous retrouvons, nous avons parlé ce matin de pollution et il est un levier sur lequel il est important d'agir, c'est celui du transport maritime puisqu'aujourd'hui 95% des biens et marchandises échangés transitent par les mers. Il est donc important de réfléchir à comment on transporte ces biens, ces marchandises et évidemment les navires sur les mers, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le travail maritime, c'est la recherche océanographique. Il est donc important de se pencher sur cette question. C'est dans l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au One Ocean Summit. Une partie des participants sont logés sur le nouveau navire de Brittany Ferries, le Salamanca, qui est le premier navire propulsé au GNL. Aujourd'hui, en atelier, le cluster maritime français, en la parole de Frédéric Mancani de Saint-Aignan, son président, a annoncé son tout nouveau centre de recherche sur la décarbonation. Donc on est vraiment sur une filière qui se développe. Et pour en parler, j'accueille avec moi Carole Bourlon. Vous êtes responsable filière Vélic au sein de Bretagne Développement Innovation. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. À vos côtés, Olivier Lefort, vous êtes le directeur de la flotte océanographique française. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Et enfin Yann Guichou, qui est président de Eodine. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Peut-être on parlait de ces objectifs. Si Carole Bourlon, vous pouvez nous rappeler justement ces objectifs de réduction des gaz et de l'impact du transport maritime. Oui, alors effectivement, là on parle aujourd'hui du défi du transport maritime décarboné. C'est d'abord un défi quantifié, puisqu'il y a eu des objectifs qui ont été donnés par l'Organisation maritime internationale. Il s'agit de réduire les émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030 et d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Donc ça, c'est un des premiers défis qu'on a. Et puis pour ça, il va falloir concevoir des nouveaux modes de propulsion. Donc il y a un défi technologique derrière. Et puis aussi un défi de transformation des business models. Oui, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de solutions. On a un grand défi avec des navires qui aujourd'hui sont principalement propulsés par le fuel. Et aujourd'hui, on a tout un panel de solutions. Vous parliez de propulsion vélique. Il y a aussi l'hydrogène qui pointe le bout de son nez. Mais il y a des tas aussi d'autres solutions qui consistent à être juste raisonnables dans la façon d'utiliser le navire. Peut-être aller moins vite pour réduire l'empreinte carbone. Peut-être quelque chose dont on va pouvoir parler avec vous, Olivier Lefort, au sein de la flotte océanographique française, donc qui opère les navires océanographiques. Vous êtes sur un projet de prochain navire et du coup, forcément, aujourd'hui, vous réfléchissez à ces solutions et plutôt que de parler d'une solution, vous réfléchissez à un mix de solutions qui va vous permettre d'avoir un navire plus respectueux. Oui, effectivement, la flotte océanographique française qui est opérée par l'Ifremer, ce sont des navires qui font à la fois du transit, mais aussi qui travaillent en station, qui vont s'arrêter de longues heures, voire plusieurs jours pour déployer un robot. Donc en fait, ce sont des navires qui ont un profil de mission assez spécifique. Et nous avons en projet, l'appel d'offres est lancé d'un nouveau navire régional d'à peu près 45 mètres. Et nous avons très en amont fait travailler les futurs utilisateurs, que ce soit les scientifiques ou les marins, de façon à réfléchir globalement à la fois aux solutions technologiques qu'on pouvait emporter et comment elles allaient s'insérer dans nos modes de fonctionnement. Et le premier constat, effectivement, c'est que sans doute le premier levier pour atteindre notre objectif d'une réduction des émissions de CO2 au minimum 30%, c'est de travailler sur la vitesse à travers... On a fait l'exercice sur un mois de campagne d'un navire régional. Si la part de transit, qui n'est pas la part majoritaire du temps navire, on passe de 12 nœuds à 8 nœuds, on va atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement, effectivement, parce que simplement on réduit la vitesse et donc on réduit la consommation sans pour autant rallonger la campagne de plus d'une journée sur un mois. Donc en définitive, il y a des objectifs si à la fois on embarque des solutions technologiques, on pourra parler biofuel ou autre, ou propulsion vélique, et on a une capacité aussi d'agir sur le comportement et sur l'usage. D'abord, consommer mieux, comme quand on a une voiture et qu'on est proche de la panne d'essence, on conduit mieux, on conduit plus raisonnable, alors que quand on a le plein, on conduit très très vite. Donc là, on est peut-être à un moment où le transport maritime commence à réfléchir à sa future panne sèche éventuellement, et donc il faut commencer à conduire un petit peu mieux. Vous avez évoqué la question des carburants alternatifs, et c'est vrai qu'on sait qu'avec de l'hydrogène, par exemple, on a besoin de capacités de stockage beaucoup plus importantes, donc c'est pas forcément une solution évidente pour tous les types de transport. Vous avez aussi évoqué la propulsion vélique qui est très efficace pour un cargo en transatlantique par exemple, parce qu'il peut maintenant être ponctuel et suivre une route. Vous, pour de l'océanographie, vous êtes plus sur des petites
sur de la dentelle, entre guillemets, c'est pas forcément le plus approprié pour vous, une propulsion vélique. Alors effectivement, la question qui se pose aujourd'hui pour une construction d'un navire qui doit être en flotte en 2025, c'est celle de la maturité d'un certain nombre de solutions technologiques pour être la propulsion principale aujourd'hui, effectivement. Donc on est plutôt dans une optique, puisqu'on construit des bateaux pour 40 ans, de faire construire un bateau qui sera prêt à embarquer des solutions de type pile à combustible dans 20 ans, qui seront devenues à maturité, et pour lesquelles les règlements se seront aussi mis en place. Il faut pas l'oublier. Et pour autant, effectivement, notre objectif, c'est, par exemple, en situation portuaire, navire à quai, c'est d'avoir éventuellement une pile à combustible qui va permettre de ne pas avoir des émissions avec un groupe électrogène qui va produire de l'électricité, mais c'est également pour des solutions de transit. Et donc là, on y réfléchit plutôt pour les navires d'après, c'est-à-dire les navires hauturiers, où là, on a des transits plus longs. C'est une propulsion vélique qui va nous permettre de travailler en transit avec une propulsion qui va permettre de diminuer effectivement la consommation de carburant. Et on y travaille dans l'objectif de la modernisation du pourquoi pas en 2025. Oui, on voit que c'est un secteur qui avance beaucoup. À l'occasion du sommet, Energy Observer a lancé justement les recherches sur son navire hybride entre hydrogène et propulsion vélique pour du cargo. On sait qu'une entreprise comme Neoline y travaille aussi. Et si on peut revenir à la propulsion vélique, ce n'est pas revenir aux caravelles d'antan et aux vieux gréements. C'est plutôt des ailes solides, c'est des nouvelles technologies, et notamment grâce à une technologie qui s'appelle le routage, qu'on ne connaissait pas forcément très bien dans le grand public il y a peu. C'est pour choisir la bonne route. Vous, au sein d'Eodine, c'est votre spécialité. Alors exactement, on travaille sur le routage de navires, avec notamment un produit qu'on a baptisé Seaways. Et donc le Waze de la mer, choisir la bonne route. C'est exactement ça. Et comme vous le disiez, en fait, si on en revient à une propulsion qui s'apparente à ce que faisaient les caravelles, on recommence à toucher à des préoccupations qui avaient cours déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, avec, par exemple, juste pour resituer le contexte, la production des premières cartes de courant du Gulf Stream par Benjamin Franklin, qui ont permis d'exploiter ce courant spécifique pour faire des trajets transatlantiques et réduire le temps de trajet des caravelles, pour le coup. Et aujourd'hui, on le voit aussi par la voie spatiale, ce courant. Exactement. Et donc, ces courants et ces informations utiles au routage maritime qui permettant aux navires d'utiliser les courants porteurs pour réduire leur consommation et leur vitesse, donc sont aussi observés par des nouveaux moyens technologiques, donc des satellites, et le numérique rentre aussi en ligne de compte pour améliorer tout ça. Donc effectivement, le routage maritime, c'est un levier important pour réduire les émissions du transport maritime. Et on estime aujourd'hui que le gain potentiel en utilisant les courants marins pour réduire les temps de trajet des navires de commerce, c'est de l'ordre de 5% de l'ensemble des émissions qui sont produites par ce secteur. Et ça résout, enfin, pour cette question de propulsion vélique, justement, l'un des grands enjeux, c'était la question de la ponctualité. Quand on n'avait pas tous les outils de météo, marine ou atmosphérique qu'on a aujourd'hui, on ne savait pas très bien quand arriverait le navire. Aujourd'hui, on peut avoir des prévisions, on peut se dire si mon navire quitte Brest à telle date, il arrivera à New York dans un délai assez précis. On peut le savoir. Effectivement, un des enjeux pour la propulsion vélique, c'est le délai de transit et la ponctualité lors des arrivées au port. Et le routage météo et la précision des informations météorologiques contribuent fortement à la précision des prévisions d'arrivée, justement, des heures d'arrivée. Donc là encore, la technologie et les avancées qu'on a pu faire dans ce domaine permettent de proposer des routes maritimes aux navires équipés de voiles de manière optimale, de manière à rendre plus efficace ce mode de transport. Et on le voit notamment par la course au large, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et voilà, c'est efficace et ça fonctionne. Justement, la course au large, pour revenir avec vous, Carole Bourlon, c'est un secteur sur lequel la Bretagne est très à la pointe. Et aujourd'hui, ce secteur de la course au large, ça infuse aussi dans les nouvelles technologies. Et il y a une filière qui se lance à Lorient pour mettre en avant justement et pour fédérer toutes les entreprises liées à la propulsion vélique. Et c'est là qu'on voit que ça concerne le routage, ça concerne les formes de coque, ça concerne les voiles. Enfin, vous avez mené une étude sur ce secteur en Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le transport maritime propulsé par le vent, on va dire que quand on a fait cette étude,
on voulait regarder un petit peu ce qui se passait. Et en fait, on se rend compte que c'est une réalité en Bretagne. Parce que l'étude qu'on a réalisée donc, en 2021, là, au mois de juin, a révélé qu'on avait déjà plus de 60 entreprises qui étaient engagées, qui avaient une activité commerciale dans le transport maritime propulsé par le vent. Hein, donc, c'est un fait qui était quand même relativement important. Et puis, on va dire, l'activité principale de 20% de ces sociétés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un fait. Et on puis, a par exemple cette entreprise Grain de Sail qui transporte du chocolat, qui fait de l'import-export déjà à propulsion vélique. Oui, voilà. Alors, effectivement, hein, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'on a quand même réussi déjà à donner quelques éléments économiques, hein, à cette filière. On sait que ça génère déjà 155 emplois et puis plus ou moins 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans cette filière, alors, on a deux aspects. On a effectivement l'aspect technologique qui est plutôt basé sur la course au large, hein, mais aussi le naval, le nautisme. Et puis, on a aussi ces entreprises qui tracent un peu la voie, hein, qui ont été là, qui sont des affréteurs, des transporteurs. On a Toth, on a également Grain de Sel. Et puis, on a aussi des sociétés comme Alizé, qui sont aussi sur des technologies un peu plus sur du high-tech. Alizé, c'est la société qui porte le projet Zéphyr et Boré, hein, qui va transporter le lanceur Ariane. Voilà, donc on voit vraiment comment des nouvelles technologies vont s'alimenter avec la propulsion vélique. C'est bien la preuve qu'on est sur quelque chose de solide. Donc, le spatial s'appuie, le vélique s'appuie sur le spatial et le spatial s'appuie en retour aussi sur le vélique finalement. Oui, alors, ce qu'on peut dire effectivement sur le bond technologique qui est en train de se passer, hein, par rapport, on parlait tout à l'heure avec M. Guichou du lien avec la course au large, on sait que les technologies du transport maritime propulsé par le vent se sont appuyées beaucoup au départ sur des enseignements de la Coupe de l'América, sur des projets avec notamment le cabinet VPLP, hein, qui est un pur produit de la Bretagne Sailing Valley. Voilà, mais pas que. Hein, on a des exemples à l'étranger avec Bar Technologies aussi, hein, voilà, qui est intervenu hier d'ailleurs au Summit. Et puis on a également tous les savoir-faire des entreprises des composites de la voile de compétition qui savent produire des pièces sous forte contrainte de très grande dimension. Là, on a des entreprises notamment sur l'Orient Van qui se sont montées en consortium, qui sont en train de produire des mâts qui s'apprêtent en fait à construire des mâts de près de 80 mètres de haut, des voiles en panneaux composites pour les chantiers de l'Atlantique, pour le projet Silent Seas. Et puis on a également, il ne faut pas oublier non plus, là c'est pas le vent, mais c'est aussi de la décarbonation, c'est toutes les technologies des foils qui vont permettre de sustenter les navires pour diminuer toute la friction en fait, hein, la résistance. Et là on a des gains aussi très très importants à faire. On pourra imaginer peut-être des solutions sur du transport de passagers pour aller sur des plateformes offshore. Je sais que dans la baie de San Francisco, moi j'avais été interrogée par une société qui était intéressée par les technologies bretonnes sur les foils pour développer des navires de transport de passagers dans la baie de San Francisco. Il y a plein de choses qui vont se passer. De transport à passagers. Et puis vous le disiez aussi, Yann Guichou, que pour le routage, il faut aussi essayer d'éviter les vagues parce que le contact d'une vague, elle freine le navire. Donc ça fait partie des choses qui vont l'empêcher d'être performant et qui... Exactement. Le premier facteur de résistance à l'avancement des navires, c'est d'abord les vagues finalement qui imposent aux navires pour plusieurs raisons. Hein. D'abord pour des raisons physiques d'avancer. Les navires viennent taper, buter dans les vagues, et puis également pour des raisons de sécurité. Les compagnies maritimes vont être très très soucieuses de la sécurité de leur trajet. Pour les porte-containers, typiquement, ça va être d'éviter les fortes zones de houle pour éviter de retrouver des containers à la mer. Donc l'impact des vagues et le passage des dépressions a de l'importance effectivement sur les temps de trajet et sur le comportement des compagnies maritimes. Oui. Et pour la flotte océanographique française, le routage a aussi un intérêt, même si on n'est pas sur de la longue route dont on parlait, mais quoique pour vos navires hauturiers, vous avez, j'imagine, aussi recours à ce routage pour choisir la bonne route. Oui, ça fait partie effectivement
des solutions pour permettre effectivement de diminuer la consommation et donc les émissions de CO2. On essaye effectivement d'enchaîner les campagnes, donc les temps de transit sont limités, mais quand on voit qu'on a un navire dans le Pacifique qui va de Nouvelle-Calédonie jusqu'en Polynésie, ça devient intéressant sur des transits de plusieurs jours. Donc effectivement, pour nous, ça fait partie de la solution, sous forme d'un ensemble de solutions qui vont permettre effectivement, par un empilage de solutions, d'aller vers une réduction réelle des choses. Oui, parce que vous avez un dossier avec les nouveaux navires, donc là on peut les concevoir en les adaptant complètement à ces défis de décarboner. Et puis il y a tous les navires existants de la flotte et on peut quand même agir. Enfin, le pourquoi pas va être bientôt en travaux. Sans le révolutionner complètement, on peut quand même avoir déjà des avancées sur ce type de travaux. Sur un navire existant, c'est quasi impossible de modifier en profondeur le bateau pour installer par exemple des voiles. Voilà. Par contre, on peut intervenir à la marge, on peut intervenir sur les usages, comme on vient de le dire. On peut intervenir en imaginant une installation d'ailes de kite qui sont, par rapport à un navire déjà existant, relativement plus facile à installer qu'une voilure où là, c'est quasiment le design du bateau qui est à revoir. Donc, alors on est un peu du coup, ce serait une aile ancrée sur le navire et qui serait, il n'y a pas de mât. Non, c'est ce qu'on appelle des kites. En fait, c'est une aile volante, enfin un cerf-volant, si vous voulez, en définitive, qui est opéré depuis le bateau et qui, lui, ne va pas prendre de place. Elle va pouvoir s'insérer sur une structure existante. Alors, on est un petit peu particulier, un bateau océanographique, ça vit 40 ans. Donc, effectivement, on a cette notion de le faire évoluer au bout de 20 ans, ce qui est déjà le cas du pourquoi pas. D'autres armateurs sont sur des cycles de vie de navire plus courts, donc ils vont avoir une réflexion sans doute différente, en se disant que dans 15 ans, ils changeront de bateau. Et voilà. Bon. Donc, mais en tout cas, c'est notre démarche d'essayer de faire évoluer les bateaux à peu près à mi-vie pour au moins les améliorer dans la limite où la technique nous permet de le faire. Et dans le cadre de vos recherches, vous avez croisé des solutions technologiques assez surprenantes, notamment de faire du froid à partir du chaud. On en parlait tout à l'heure aussi de comment est-ce que c'est le bateau produit de la chaleur et à partir d'énergie acoustique, on peut en faire du froid. C'est assez mystérieux. En définitive, ça c'est le deuxième volet qu'on a essayé de travailler avec d'ailleurs une société qui est sur l'Orient qui s'appelle ShipST qui nous a conseillé dans le domaine. C'est en définitive de travailler par rapport à un navire neuf, hein, le navire régional qu'on va construire, sur l'aspect basse consommation. C'est-à-dire qu'un navire aujourd'hui, les pompes de réfrigération circulent en permanence. On a beaucoup d'émissions de calorifiques à travers les groupes électrogènes qui fonctionnent en continu. Donc l'objectif, c'est de soit limiter l'usage d'un certain nombre de pompes quand il n'y a pas besoin, soit de récupérer la chaleur issue des moteurs à travers une machine frigorifique qui va sortir soit du froid ou même de récupérer la chaleur pour carrément chauffer le navire. Donc c'est des solutions, encore une fois, qui correspondent à nos types de navires où quelque part le poids de l'énergie produite dans la machine est presque aussi important que celui de la propulsion. Ce ne sera pas le cas d'un porte-conteneur. Voilà. Et donc on essaye de travailler sur des solutions qui, à notre échelle et par rapport à nos profils de navires et de mission, vont s'ajuster en définitive à nos objectifs. Ça rejoint le champ de l'économie circulaire. Je sais qu'à la région Bretagne, Carole Borlon, vous avez aussi un volet de réflexion là-dessus. Dans quoi est-ce que cette économie circulaire peut aussi alimenter la décarbonation du transport maritime ? Oui, alors effectivement, moi je suis pas spécialisée sur le sujet de l'économie circulaire. Hein. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place effectivement au niveau de la région. Alors, on a plusieurs sujets. Moi, je sais que sur le volet voile de compétition, je travaille sur un projet là, avec des entreprises, une douzaine d'entreprises, où on va travailler sur le volet éco-conception, économie circulaire. Mais ça, c'est un bon principe, je dirais, qu'on peut transposer sur n'importe quel système. Il y a aussi tout ce qui concerne l'upcycling, réutiliser des pièces pour d'autres usages. Et puis, effectivement, essayer peut-être de rester dans de la sobriété au niveau des utilisations. Dans la course au large, notamment, il y a beaucoup de réflexions actuellement sur ce sujet. Les coureurs s'interrogent, voilà. Et puis, il faut aussi, au niveau des matériaux, sans doute essayer d'avoir des matériaux plus résilients. Il y a des travaux en cours sur tout ce qui concerne les biocomposites. Voilà, tout ça, c'est un peu dans le domaine de l'économie circulaire.
circulaire. Et les entreprises, notamment de la voile de compétition avec lesquelles je travaille, parce que je m'occupe également de cette filière, sont des entreprises qui vont aller sur le transport maritime décarboné. Et un des objectifs qu'elles ont, justement, en rentrant dans les programmes, là, le programme Écovoile, qu'on est en train de mettre en place avec un doctorant et un ingénieur, et puis aussi l'École nationale supérieure de Rennes et l'UBS. Voilà, c'est d'aider les entreprises aussi dans toutes les industries dans lesquelles elles vont aller ensuite, d'importer toutes ces bonnes pratiques. Oui, parce qu'on travaille aussi sur le poids du navire en course au large, évidemment. Et est-ce que dans le transport maritime, c'est quelque chose, je ne sais pas si Olivier Lefort ou peut-être Yann Guichou, si vous avez un regard là-dessus, mais un navire plus léger va aussi moins consommer. Donc, est-ce que vous avez regardé en quels matériaux on pouvait construire ces navires pour limiter le poids et donc la consommation ? Alors, je répondrai pour le domaine que je connais et puis un petit peu à la marge, mais c'est vrai que la principale source de consommation, c'est la vitesse, c'est la résistance à l'avancement. Le poids du navire sur un navire de charge, c'est important parce que en fait, c'est les conteneurs qui l'embarquent. Voilà, donc quelque part, je pense que la marge de manœuvre est assez réduite dans le domaine. Donc, en définitive, je pense que c'est une voie, mais sans doute pour des applications assez spécifiques. Par contre, il y a un élément important, je pense, dans la réutilisation des matériaux qui est à pointer, c'est le fait qu'il faut que les équipementiers, qui sont parfois internationaux, se saisissent du sujet. Parce que quand on commande un bateau, quand on construit un bateau, les chantiers ont un certain nombre de fournisseurs internationaux qui doivent effectivement embarquer cette démarche si on veut aller vers plus de matériaux recyclés, comme vous le dites, sur un certain nombre d'équipements. Peut-être que des sommets comme celui-ci peuvent contribuer à mettre en place une réglementation qui va pousser justement les équipementiers, les fournisseurs, parce que si la communauté internationale ne prend pas le sujet en main, peut-être que ça n'avancera pas aussi vite. Vous pouvez influer évidemment en tant qu'opérateur et via aussi G-Navire dans le côté armement, mais c'est sûr qu'une grande législation sera peut-être plus efficace. Oui, on est dans un marché mondialisé, donc... Et pour revenir sur le sujet de la région, vous avez aussi un projet qui est sur le point d'aboutir, en tout cas d'être publié, enfin d'être connu. C'est ce projet de transport à l'hydrogène pour les passagers. C'est un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé, de l'hydrogène autour de cette table pour l'instant. Oui, alors effectivement, alors moi je ne suis pas non plus encore une fois la spécialiste de l'hydrogène, hein, mais c'est mon collègue Philippe Desrobert, voilà, donc qui m'a donné quelques éléments pour pouvoir en parler aujourd'hui. L'hydrogène renouvelable, ça fait partie effectivement des orientations prises par la région Bretagne pour réduire, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Il y a deux axes donc importants, c'est d'augmenter l'usage des énergies marines renouvelables grâce au vecteur hydrogène notamment, en mobilisant les acteurs portuaires, les armateurs, etc. Et puis, il y a aussi une volonté d'adapter progressivement la flotte de navires vers des solutions et des technologies utilisant des carburants alternatifs, donc notamment l'hydrogène. Et donc, effectivement, mon collègue, Philippe Desrobert, avec la région Bretagne, on fait les restitutions d'une étude mardi, là, donc de cette semaine, d'un projet qui s'appelle Ilias, sur lequel je peux vous donner quelques mots. Parce que déjà les caractéristiques techniques de ce navire. Oui, c'est ça. Les études apparemment sont très prometteuses. Les résultats, en tout cas, elles ont été présentées donc mardi. Il s'agit de mettre en service en fait un navire à propulsion hydrogène électrique pour assurer le transport de passagers dans le golfe du Morbihan d'ici 2024. Donc c'est demain. C'est demain, voilà. Et c'est un navire qui va faire 24 mètres de long, qui pourra embarquer 150 à 200 personnes. Voilà. Et puis, en fait, il est conçu comme un premier de série démonstrateur. C'est-à-dire que c'est un démonstrateur, mais l'idée, c'est quand même sans doute de pouvoir produire d'autres séries derrière. Oui, parce que la région Bretagne porte plusieurs projets de rénovation de flotte, notamment pour la Pénarbed, pour aller à Ouessant. Donc ça pourrait être quelque chose qui se généraliserait par la suite. Et
Vous insistiez sur le côté renouvelable de l'hydrogène, parce que c'est vrai qu'on en parle comme d'une énergie d'avenir, mais elle peut aussi être fossile. Pour l'instant, plus de 90% de l'hydrogène est encore fossile. Et je sais que ça recoupe aussi, comme toutes les solutions sont imbriquées les unes dans les autres, mais avec les questions des EMR, parce que les fermes d'énergie marine renouvelable, que ce soit principalement éolien, flottant ou posé, vont permettre de créer de l'hydrogène bleu, donc respectueux, et d'aller vraiment dans une démarche vraiment responsable et pas d'utiliser une autre énergie fossile pour remplacer le fuel, ce qui est assez pertinent. Et pour revenir sur le fuel, tout à l'heure, Yann, vous parliez de l'économie de fuel qui représente quelque chose comme 5%. Et on peut se dire c'est très peu 5%, mais quand on parle d'armateurs comme CGM, enfin CMA CGM qui ont des consommations énormes, ça pèse. Effectivement, lorsqu'on parle de routage et d'émissions de CO2, on aligne les pourcentages et les valeurs un petit peu abstraites, mais pour se représenter les choses, c'est parfois plus simple de parler en monnaie sonnante et trébuchante. Donc juste pour vous donner une idée, le budget carburant d'une société comme CMA CGM à l'année, c'est de l'ordre de 7 milliards de dollars. Donc ça représente à peu près 40% des frais d'opération de ces navires. Et donc 5% d'économie sur ces 7 milliards de dollars, ça représente à l'année 350 millions de dollars. Donc là, on se rend compte qu'on a un levier aussi important, économique, pour les compagnies maritimes, pour finalement favoriser la mise en place de solutions qui permettent de réduire les émissions de CO2. Donc ça peut passer par la réduction de vitesse qui va mécaniquement diminuer la consommation et la facture énergétique des navires, ou le routage météo, ou la propulsion vélique, voilà, toutes ces solutions dont on a parlé, qui permettent finalement de faire bénéficier aussi, de bénéficier aussi aux compagnies maritimes en termes de dépenses. Oui, parce que la réduction de la vitesse, c'est une technologie qui est à peu près mature. Ça, on sait faire. Il n'y a pas besoin de mener d'études. Et justement, vous le disiez, le levier financier est important. Donc, il y a plusieurs leviers. Si on parlait de cette volonté de décarboner, il y a plusieurs choses. Il y a, financièrement, les entreprises auront un intérêt à le faire. Il y a aussi la société civile qui pousse vers ça. Et puis, la réglementation. Donc, peut-être se demander, là, aujourd'hui, en ce jeudi, ce qu'on peut attendre des annonces du One Ocean Summit. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que pourrait demander la communauté internationale pour qu'on aille plus loin, que ce soit dans le vélique, dans l'hydrogène, pour aller plus loin et dans cette décarbonation? Est-ce que Olivier Lefort, vous avez un regard là-dessus, vous qui vous penchez déjà sur la question pour vos futurs navires? Oui, mais je crois que si on est là aujourd'hui, c'est parce que le secteur bouge très très vite. Je pense que cette discussion, on ne l'aurait pas eue il y a 2-3 ans de cette façon-là. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des verrous réglementaires qui existent encore. Quand on parle, par exemple, des pertes d'énergie calorifique à bord d'un bateau, aujourd'hui, la réglementation sur l'isolation, elle est basée sur l'incendie. C'était le premier sujet, la protection contre l'incendie. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est l'accompagnement aussi des réglementaires, que des réglementations qui permettent l'homologation de nouveaux matériaux se mettent en place très vite pour accompagner les avancées technologiques, mais ça bouge. Et on voit que les sociétés de classification, par exemple, bougent très vite sur le sujet. Donc je pense que tout le secteur, aujourd'hui, s'est mis en marche. Et nous, aujourd'hui, on a des projets de renouvellement de navires hauturiers à l'horizon 2030. Et je pense que, ne serait-ce que dans 3-4 ans, quand on commencera à silhouetter ces bateaux, on ne raisonnera plus de la même façon. Donc il y a des choses qui bougent très vite. Et l'ensemble des acteurs se mobilisent. Donc je crois que là-dessus, moi, je suis confiant dans le fait que les choses vont bouger au rythme où elles doivent avancer, c'est-à-dire l'ensemble à la fois de la technologie, le champ réglementaire, ça peut être aussi plus largement les règlements internationaux ou les accords internationaux qui vont, comme l'OMI, pousser à une réduction, une diminution des émissions de CO2 et qui mécaniquement vont embarquer les acteurs du secteur. Vous le disiez, ça va très vite. C'est ce qui a été constaté par la région aussi. Cette filière vélique, elle s'est en fait construite toute seule. Aujourd'hui, on a la structure, mais la vitesse a été vraiment assez saisissante. Ça s'est fait très, très vite. Oui, tout à fait. Il y avait des signaux, des signaux faibles, en fait. Et puis, quand on a fait le recensement, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des aides, des soutiens qui étaient donnés à des projets. On ne mettait pas encore de nom dessus. Et voilà, quand on a fait le recensement en parallèle de l'étude, on s'est rendu compte qu'on avait des politiques régionales qui étaient déjà de soutien de cette filière. Et les choses se sont beaucoup accélérées. On voit dans les médias. Moi, je suis beaucoup les choses. Il n'y a pas une journée où on parle
parle pas notamment du transport maritime propulsé par le vent, quoi. C'est incroyable. Donc il faut effectivement, c'est la maturité technologique de cette solution qui fait que du coup, on en parle beaucoup. Elle commence à être demandée. Il y a des caps qui sont en train de se passer, et donc il faut que effectivement nous, au niveau de l'accompagnement économique, on soit sur le rythme de ce qui est nécessaire pour que les technologies, les entreprises puissent se développer. Et de votre côté, Odine, quand vous étiez, je pense, il y a moins de 10 ans, en train de lancer votre technologie en observant l'AIS des navires et les courants, est-ce que vous anticipiez qu'aujourd'hui, on ait un One Ocean Summit où le routage soit autant au cœur des discussions, que ça concerne les navires propulsés avec des propulsions au fuel classique ou du vélic, pour juste un mot de conclusion, parce qu'on est en train de... L'importance de la décarbonation dans le transport maritime, effectivement, elle est évoquée déjà depuis quelques années, notamment sous l'impulsion de l'OMI et au lancement de l'activité. Par rapport au fait qu'on a priorisé le développement de nos services sur un service de routage, justement, pour réduire la consommation des navires, on s'est quand même rendu compte que la réglementation allait imposer aux compagnies maritimes de faire cet effort de manière historique. Et effectivement, c'est un processus long. On a vu aujourd'hui que les technologies existaient, qu'elles étaient multiples pour permettre de réduire ces émissions de CO2 du transport. Et donc les choses avancent et je pense qu'elles aboutiront dans les prochaines années. On a une échéance à 2050 avec l'OMI, échéance sous contrainte pour les compagnies maritimes, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi des amendes à la clé si elles ne jouent pas le jeu. Donc je pense que là on est sur la bonne voie. Voilà. On est sur un processus long avec peut-être des jalons qui se posent et peut-être que ce One Ocean Summit sera l'un des jalons si des annonces sont prises, si des décisions sont prises autour de la table avant demain soir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet de la décarbonation des navires qui est vraiment passionnant et qui est un enjeu évidemment crucial pour la défense des océans. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.